Présentement, je suis donc le directeur de ce Centre national de recherche scientifique et technologique, ou centre qui est donc un établissement public à caractère scientifique et technologique, créé donc en mars 2004. Voilà, le centre donc a pour mission, c'est d'abord coordonner les programmes de recherche. Ensuite, c'est assurer la promotion de la recherche et des chercheurs. C'est ensuite procéder à la mobilisation des fonds pour les chercheurs et collecter et diffuser l'information scientifique. Voilà essentiellement les missions du Centre national de recherche scientifique et technologique. Par rapport à la nutrition, il y a des maladies, par exemple le kwashiorkor. Par les progrès de la recherche, on est arrivé justement à éliminer la maladie justement dans ces zones. Et finalement, les populations sont revenues. Ça, c'est un impact. La dracunculose, c'est pareil. La dracunculose, c'est ce qu'on appelle la maladie des greniers vides. Cette maladie, c'est quoi? C'est en buvant de l'eau, avec des petits animaux qu'on appelle les crustacés infestés, qu'on attrape la maladie. Et dès qu'on attrape la maladie, le cycle de la maladie, c'est une année. En début de saison, vous buvez l'eau insalubre. C'est à la saison prochaine que le ver sort soit du pied, le plus souvent du pied, soit des mains, soit des seins, ainsi de suite. C'est là que, à la période même où l'hivernage commence, alors là, les personnes, les bras valides sont cloués au lit. C'est pourquoi on dit que c'est la maladie des greniers vides. Parce qu'il n'y a personne pour aller au champ cultiver, et bien là, voilà. Mais avec les résultats de la recherche encore, on est arrivé non seulement à décrire le cycle, on est arrivé également à connaître les mesures préventives qui permettent d'éviter la maladie. Et dès lors, la maladie est pratiquement éradiquée, sauf au Mali, par exemple, c'est la zone des conflits, notamment le centre et le nord. C'est là seulement que la maladie persiste encore. Sinon, partout ailleurs, elle était endémique partout au Mali, mais elle a été éradiquée par la recherche. Le projet phare que nous voulons, nous avons commencé, mais nous sommes butés par des problèmes financiers. Ça, c'est la bilharziose, ça, c'est comme je l'ai dit, c'est mon domaine, la schistosomose. Nous sommes en train de voir. C'est vrai, quand vous prenez au niveau du Mali, cette maladie, elle est largement distribuée. Ça se rencontre dans toutes les régions. Et les statistiques disent qu'une personne sur 4 est infestée par cette maladie-là. Mais bon, ça c'était au début, mais maintenant vraiment il y a de gros progrès. Seulement, il y a des foyers où vraiment la maladie persiste. Elle persiste pourquoi? Selon les hypothèses, c'est parce que c'est une maladie qui se rencontre aussi bien chez l'homme que chez les animaux. Notamment les ovins, les bovins, ça se rencontre. Il y a la schistosomose humaine et la schistosomose animale. Donc le fait qu'il y ait imbrication entre les deux, parce que c'est l'homme qui est traité. Le bétail n'est pas traité contre ça. Donc s'il y a imbrication, interprétation entre les parasites de l'homme et du bétail, ça donne un nouvel parasite qui résiste au traitement que nous donnons actuellement. Voyez-vous? Donc ce qui fait que nous sommes vraiment très intéressés par étudier justement les foyers où on rencontre justement ces parasites hybrides, quelle est leur importance et comment arriver justement, quelles molécules trouver justement pour les éliminer. Sinon, il y a ces foyers-là, on n'est pas arrivé en tout cas à les éliminer, à les blanchir. Voilà. Donc c'est vraiment cette étude du parasite hybride entre le schistosome humain et le schistosome animal qui nous pose énormément de problèmes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elles doivent collaborer. Je crois qu'elles ne manqueront pas de le faire également, parce que c'est quand la maladie pose problème, justement, que nous nous déplaçons pour aller. Et la population, je crois qu'elle est toujours partante pour se débarrasser de cette maladie. Donc, elles doivent collaborer étroitement avec les équipes de recherche pour avoir les bonnes informations, participer activement à la collecte des données. Et ensuite, ça ne suffit pas, il faut également que les recommandations qui sont issues de ces études-là également soient suivies. Sans cela, on va toujours à la case de départ. Voilà. Donc, collaborer étroitement avec les équipes de recherche et suivre les recommandations qui sont faites par les équipes de recherche. Voilà. Cela permet justement non seulement de lutter au tenter, mais également de prévenir les maladies. À l'endroit de l'État, ce que je peux demander, c'est davantage investir dans la recherche. Pour la simple raison que les pays dits industrialisés aujourd'hui, en tête les États-Unis, se sont développés grâce à la recherche. C'est grâce à la recherche.
Parce que malheureusement, nous, on tire très peu profit des résultats de nos recherches. Comment? Nous faisons beaucoup de recherches. On a beaucoup de résultats dans les tiroirs, d'abord. Ils ne sont pas valorisés. Même s'ils sont valorisés, c'est sur le plan académique. Parce que c'est à partir de cette valorisation que nous avons les retombées immédiates. Par exemple, pour monter d'un grade, partir d'un grade à un autre, il faut un certain nombre de publications. Donc nos chercheurs se ruent pour publier, au lieu de protéger d'abord les résultats de ces recherches-là. La protection se fait comment? C'est en cherchant à breveter ces résultats, si c'est faisable. Et dès que vous brevetez vos résultats, et bien là, les retombées, non seulement c'est pour l'État, le pays, c'est par justement les retombées de ces brevets, justement que les États-Unis, les grandes firmes, industries pharmaceutiques et autres là, se développent à partir des brevets là. Et ceux qui ont inventé ces produits également ont les retombées. Donc c'est en protégeant les résultats de recherche justement qu'on arrive justement à... Le pays peut s'en sortir. Il faut donc investir davantage dans la recherche pour avoir justement les retombées. Aucun développement socio-économique ne peut se faire sans recherche. Autre chose par rapport à l'État, c'est disons, utiliser les résultats de recherche comme source d'importantes décisions à prendre. Autrement dit, c'est-à-dire les résultats que nous produisons, les chercheurs produisent, doivent avoir un impact. Il faut avoir confiance justement à ces résultats-là pour prendre vos décisions politiques. C'est sur les évidences scientifiques justement que toutes les décisions politiques doivent se prendre. Si cela est fait, on se trompera rarement. Malheureusement, les États, s'ils n'investissent pas dans la recherche, donc non, très peu de résultats, donc ils ne peuvent que fuir justement ces résultats-là. Maintenant, par rapport aux collègues, c'est leur demander justement de s'impliquer davantage dans cette recherche, en se formant d'abord. Parce qu'on ne peut pas... La recherche elle est tellement compétitive maintenant, même sur le plan national, la plus forte sur le plan international. On ne peut pas décrocher de fonds de recherche sans qu'on fasse élaborer un bon protocole de recherche. Et un bon protocole de recherche ne peut être élaboré par un bon chercheur qui est bien formé. Voilà. Donc cette formation, elle est indispensable. La deuxième chose, je l'ai anticipé un peu, c'est de valoriser les résultats de leur recherche. On ne peut pas produire d'abord, c'est l'État, en tout cas, c'est un financeur, quelqu'un qui met son argent. Tu ne peux pas avoir un résultat valable et le mettre dans le tiroir. Il faut le valoriser. En le valorisant, comme je le dis, c'est vrai, on a besoin d'aller de gravir les paliers, mais chercher d'abord à savoir si le résultat il est brevetable. Et s'il l'est, alors là, chercher le brevet, ensuite publier le résultat. Et là, ça vous met à l'abri justement des détournements.